considérablement touché par des catastrophes. Le super typhon Haiyan en 2013, le super typhon Bopa en 2012, le typhon Washi en 2011, le typhon Katsana en 2009, etc., etc. Dans cet état insulaire situé dans l'Asie du Sud-Est, une région fréquentée par des aléas naturels fréquents et intenses, la migration environnementale provoquée par des catastrophes est un enjeu important tant à l'échelle de l'individu et la famille qu'à l'échelle de l'État. Cette migration est typiquement caractérisée comme étant temporaire et à courte distance, avec des effets qui affectent les individus et les groupes différemment selon leur genre, leur classe et leur religion. Les déplacements des survivants et les efforts mis en œuvre pour les aider ouvrent et modifient les espaces dans les villes affectées. Cette conférence enquête sur cette migration environnementale en examinant la création, l'expansion et la contraction de ces espaces fréquentés par les survivants d'une catastrophe. Aujourd'hui, nous allons examiner le concept d'espace défini dans le sens de Doreen Massey, le typhon Sendong à Cagayan de Oro, parce que ma recherche est basée sur un travail de terrain dans le nord de Mindanao, aux Philippines, et je vais terminer avec où vont les survivants et quelles sont les retombées. Pour ma recherche, je m'inspire du concept d'espace comme défini dans le sens de Doreen Massey. Massey est une géographe britannique très connue pour ses recherches sur la géométrie du pouvoir, qui dit en bref que les inégalités sociales sont créées par le déséquilibre du système capitaliste et qui sont manifestées dans les différences entre les régions riches et les régions pauvres, et entre les différentes classes économiques. Cela a des implications pour les différences entre la mobilité des individus et des différents groupes. Massey affirme qu'un espace n'est pas un lieu ou un endroit, mais il faut plutôt penser des espaces en termes de relations, où les relations sociales sont vécues différemment par des individus et des groupes lors d'un moment particulier. C'est-à-dire que les espaces ont plusieurs identités. Ils sont des processus toujours en train de changer et leurs frontières sont très perméables. Alors, quand nous posons la question, dans quels espaces se trouvent les survivants d'une catastrophe, nous ne cherchons pas à simplement dresser une liste. L'épicerie, le site de l'ancienne maison, l'école où les médicaments et les bouteilles d'eau sont distribués. Non. Nous interrogeons les rôles de différents acteurs dans les espaces, les relations fluides entre ces acteurs dans différents espaces, et le pouvoir, l'accès, l'inclusion et l'exclusion et la mobilité des différents acteurs dans l'espace. J'ai fait mon terrain dans la ville de Cagayan de Oro, au nord de Mindanao, aux Philippines. La ville est considérée comme sécuritaire, relative aux autres régions du pays, notamment les îles orientales des Visayas et la côte est de l'île de Luzon. Le nord de Mindanao n'a pas beaucoup d'aléas naturels tels que les typhons, les glissements de terrain et les éruptions volcaniques. Cela dit, certains groupes observent que la fréquence et l'intensité des aléas naturels dans le nord de Mindanao augmentent avec les changements climatiques. La ville est aussi considérée sécuritaire parce que la violence qui caractérise plusieurs autres parties de l'île de Mindanao est absente à CDO. Le caractère sécuritaire de CDO a été mis en question avec le typhon Sendong. Suite au typhon Sendong, le 16 décembre 2011, il y avait une crue subite massive dans la ville. Quand le fleuve Cagayan, qui traverse la ville, a bréché ses rives, il était trop tard pour la plupart des gens à évacuer.
Des centaines sont morts, des milliers de maisons ont été détruites et des dizaines de milliers de gens ont été déplacés et laissés sans abri. Les personnes directement affectées par le typhon vivaient dans les quartiers près du fleuve et du port. Ici, là et ces quartiers ont attiré des migrants à cause de leur proximité aux opportunités économiques. Les établissements scolaires, les services de santé, le transport en commun et les installations de loisirs. Les promoteurs immobiliers ont construit des maisons à étages de béton destinées pour la classe moyenne. Typiquement, ces résidents gagnent un salaire régulier, ils travaillent dans le secteur formel et ils possèdent un réseau social extensif. Par contre, les familles avec moins de ressources ont construit leur maison avec des matériaux moins durables. Ils sont des constructeurs, des travailleurs de construction, des marchands ambulants, des conducteurs de jeepney ou des travailleurs du port. Tous des emplois dans le secteur informel. Ces personnes sont souvent des nouveaux arrivés et ils ont un réseau social moins étendu. Mais quand les inondations sont arrivées, elles ont pénétré les maisons des gens défavorisés autant que celles des gens plus riches. Mais après la dévastation initiale, les trajectoires des différentes classes étaient très différentes. La priorité a été l'ouverture des espaces sécuritaires pour les survivants, des espaces sans eau contaminée, immeubles endommagés et cadavres. Les appels d'aide sont venus des institutions comme les officiels religieux, les universités, les ONG locales, les politiciens ainsi que les citoyens. Des espaces publics tels que des cours de basketball, comme ça, des écoles et des églises ont été convertis en centres d'évacuation. Ils ont été servis par le gouvernement municipal, les politiciens locaux, des églises chrétiennes et les ONG locales et internationales. C'était plutôt les survivants défavorisés provenant des quartiers informels qui ont vécu ici. Pour la majorité des survivants de la classe moyenne, vivre à un centre d'évacuation n'était pas une option viable. Ils étaient trop petits, bandés et désagréables. Ces gens ont plutôt préféré de rester dans des hôtels ou dans les maisons de leur famille. Ils ont bénéficié de la générosité de leur réseau. Ils ont dépensé l'argent qu'ils ont reçu pour rebâtir leur maison, pour louer un appartement temporairement ou même élargir leur entreprise. C'est-à-dire que la classe moyenne avait la capacité de contrôler plus ou moins leur environnement. Ils créent leur propre espace sécuritaire, souvent avec l'assistance de leurs réseaux sociaux, et ces réseaux incluent leur réseau virtuel. Les survivants défavorisés vivaient des expériences très différentes. Un ordre présidentiel interdit la majorité d'eux de retourner et de rebâtir. Les survivants défavorisés sont menés sur des chemins institutionnalisés, des espaces sécuritaires, tels que les centres d'évacuation, des sites d'installation provisoires, des tent cities et des sites de réinstallation. Les sites de réinstallation sont des développements résidentiels qui ciblent les survivants défavorisés. Là, les bénéficiaires reçoivent une maison de béton gratuitement. Officiellement, il y a une seule liste de règles pour prioriser les bénéficiaires, mais en réalité, les critères varient selon le commanditaire du site. Plusieurs ont des critères additionnels, par exemple, consentir à un code de comportement et de valeur. Tous ces
sécuritaire indique qui peut et qui ne peut pas accéder aux espaces sécuritaires. La plupart des survivants de la classe moyenne n'étaient pas qualifiés pour recevoir une maison dans un site de réinstallation. Et même s'ils étaient qualifiés, ils rejetteraient l'offre. Les maisons sont trop petites et les sites sont trop loin. De plus, les personnes qui habitent dans ces sites ont des valeurs différentes. Parce que les sites de réinstallation ont été choisis en partie à cause de la disponibilité de terrain, ils sont situés en périphérie de la ville. Étant donné que la majorité des survivants défavorisés dépendent sur le transport en commun, les sites sont très loin des écoles, des services et des marchés. La distance et l'inaccessibilité de la ville ont plusieurs effets sur la sécurité économique et alimentaire. Par exemple, les personnes qui comptaient sur l'accès facile au crédit pour nourrir la famille dans leurs anciens quartiers n'ont plus accès à ce crédit parce que les prêteurs supposent que les résidents vivent trop loin pour gagner assez pour pouvoir repayer l'argent prêté. De plus, le mélange de résidents au site de réinstallation a contribué à l'érosion de la sécurité personnelle et communautaire. Chaque site a des gens provenant de différentes parties de la ville. Cela contribue à la manque de confiance et aux préjudices basés sur des stéréotypes. Les résidents et la police confirment qu'il y a plus de vols et plus de violence dans plusieurs sites comparés aux anciens quartiers. Nous voyons que les catastrophes amplifient les processus de marginalisation et réinscrivent les préjugés et la vulnérabilité structurelle pour les individus, les familles et même pour les communautés entières. La conférence aujourd'hui présente plutôt les différences en termes de classe économique, mais il y a aussi des différences en termes de genre et de religion. Les différences entre les survivants de la classe moyenne et les survivants défavorisés se manifestent dans l'accès et l'utilisation d'espace, ainsi que la mobilité dans un espace ou entre plusieurs espaces. En conclusion, avec le typhon ascendant, il y avait une création, expansion et contraction des espaces sécuritaires. Immédiatement après le typhon, ces espaces sont définis principalement en termes d'absence de dangers environnementaux imminents. Et au début, toutes les personnes et les institutions étaient en accord avec cette définition. Mais après la conception et l'accessibilité des espaces sécuritaires divergent. Ceux avec les moyens financiers et sociaux peuvent accéder et contrôler les espaces qui ont une sécurité environnementale. Pour eux, les espaces sécuritaires sont situés dans des quartiers souhaitables. La classe moyenne est majoritairement exclue des espaces sécuritaires créés par des institutions, mais cela leur convient. Par contre, les espaces sécuritaires des survivants défavorisés diminuent considérablement. Les espaces qu'ils sont encouragés à accéder sont les conceptions des institutions étatiques, non gouvernementales et religieuses. Ces institutions créent des espaces pour minimiser les risques des inondations, souvent aux dépens d'autres éléments critiques. Au site de réinstallation en particulier, parce qu'ils sont situés loin du centre-ville, il y a une contraction des espaces sécuritaires à cause de la réduction de la sécurité économique, alimentaire, personnelle et communautaire. Donc, pour une large partie des bénéficiaires, c'est préférable de retourner à un endroit caractérisé par des risques environnementaux que vivre dans un lieu dit sécure en périphérie. Beaucoup de survivants défavorisés évitent la plupart des espaces officiels d'aide humanitaire, et cet écart est indiqué en jaune. En fait, retourner à l'endroit de son ancienne maison
Et l'option qui offre le survivant défavorisé le plus d'agencité. Là, ce n'est pas une institution externe qui dépasse ses propres objectifs, mais le survivant lui-même qui moule son propre espace sécuritaire, bien qu'avec des moyens modestes. Je vais arrêter ici et j'ai hâte d'écouter vos réactions. Merci. Quand tu parles des différences de valeurs qui sont donc des critères de sélection pour les gens qui vont habiter dans les nouvelles habitations, est-ce que tu peux donner un exemple peut-être du clash entre ces valeurs-là qui sont requises, puis vraiment comment les gens, les valeurs des gens qui refusent d'habiter dans ces habitations-là? Ce sont les critères officiels. Alors, tu dois être assez pauvre, tu ne peux pas posséder un terrain ou une maison. Les différences entre les valeurs, ce n'est pas, c'est la différence entre les perceptions des valeurs. Il y a des formations qui sont faites par des ONG chrétiennes et par des églises pour enseigner des valeurs aux gens défavorisés aux sites de réinstallation et des sites provisoires. Et les valeurs incluent Dieu. Oui et non. Alors, c'est présenté comme des activités séculaires ou laïques, mais beaucoup des organismes sont chrétiennes et la plupart des organisations chrétiennes sont catholiques. Je n'ai pas parlé dans la présentation, mais une des raisons pour la violence sur l'île de Mindanao et les conflits entre les musulmans et les chrétiens. Et la ville où j'ai travaillé est une des deux villes où il y a beaucoup de paix, mais il y a une grande population musulmane et les musulmans étaient aussi affectés par la catastrophe. Mais on ne trouve pas des musulmans dans les sites de réinstallation, les centres d'évacuation. Et quand j'ai parlé des préjudices, c'est beaucoup contre les musulmans. Et quand on parle des valeurs, les différences de valeurs, c'est aussi ça qu'on voit dans les centres d'évacuation et les sites de réinstallation. Finalement, c'est à quelle proportion ou pourcentage des gens qui vont pas construire une maison comme ça, si on oublie le fait que certaines personnes, on leur offre la maison puis la paye, mais à quelle proportion des gens vont offrir une maison? Je ne peux pas dire des proportions exactes parce que je n'ai pas regardé le côté plus quantitatif. C'est vraiment différent par classe économique. Il n'y a pas de personnes qui ont un travail comme un travail à col blanc qui habitent dans les sites de réinstallation. C'est 99% qui travaillent dans le secteur informel. Et ce n'est pas toutes des personnes qui ont été directement affectées par le typhon qui vivent dans les sites de réinstallation. C'est aussi des gens qui vivent que la maison était située dans des no-build zones. Alors, c'était aussi proactif. Il n'y a pas assez de maisons dans les sites de réinstallation pour tous les gens, mais il y a, en août 2013, ils ont construit 16 000 maisons et c'était assez pour les personnes qui voulaient vivre dans une maison, dans une site de réinstallation. Ben, je te parlais des no-build zones, ça m'intéresse de savoir c'est quoi la réaction comme du gouvernement puis de la ville pour prévenir comme, tu disais que dans le fond les sites de réinstallation
oui, moins risqué, mais Moins risqué. c'est moins risqué. OK. Mais est-ce qu'il y a comme un plan de la ville pour pouvoir empêcher justement que les zones vulnérables soient moins construites, que les gens ne se reconstruisent pas dans les zones vulnérables? Oui, mais c'est vraiment difficile à enforcer. Dans toutes les zones qui ont été très affectées par les inondations, il y a des gens qui vivent encore. Même s'il y a des grandes pancartes qui disent que vous ne pouvez pas installer ici. J'ai fait beaucoup de mes entrevues dans les sites inondés. Il y avait beaucoup de gens qui vivaient encore dans ces sites. Ou même si vous n'avez pas une maison permanente, il restait là 5 nuits par semaine. Par exemple, il y a des hommes qui font du lechon. C'est du porc avec le gros cochon. Et ils l'envoient à Manille, mais pour pouvoir faire le lechon, puis le renvoie à l'aéroport avant le premier vol du jour, il faut qu'ils commencent à 3 heures le matin. Et leur maison dans les sites de réinstallation, il n'y a pas de transport en commun pour les rendre à l'aéroport pour le premier vol, mais ils peuvent le faire dans leur site ancien qui est très risqué. Alors, ils restent là quand ils ont des commandes de manière. Alors, il y a beaucoup de conflits entre la sécurité de l'environnement et la sécurité économique. Ici, tu as le choix entre nourrir la famille aujourd'hui ou risquer une inondation une fois en 50 ans. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui. C'est très général comme question, mais étant donné l'environnement socio-économique qui est assez informel, je présume qu'administrativement, ça doit l'être tout autant. Comment, tout ce que vous nous avez présenté, c'était super intéressant. Les principales sources d'information, c'est quoi? Je présume que ça doit être les ONG. Est-ce que les gouvernements, statistiquement, peuvent facilement comprendre le phénomène ou ils vont simplement compter le nombre de personnes qu'il y a dans chacun des centres? Je ne sais pas. En fait, ma question la plus simple, c'est les principales sources d'information pour ce projet-là, ça provient d'où? Est-ce que ça provient des sites gouvernementaux, des ONG? Pour moi, je suis allée aux Philippines pour un prix terrain pour 3 mois, puis j'ai travaillé aux Philippines avec ma famille pour 7 mois. Okay. Alors, j'ai fait des entrevues, j'ai fait beaucoup de visites au site de réinstallation, au centre d'emploi. J'ai travaillé beaucoup avec l'Église catholique. Je n'ai pas commencé avec un angle religieux, mais c'était impossible de ne le pas faire parce que quand tu sors de l'aéroport, il y a une grande pancarte qui dit God is great. Et puis, c'est dans tout. Alors, et j'ai aussi fait la vidéo participative. Okay. C'est surtout sur le terrain, c'est ça qu'il faut aller chercher l'information. Oui. Puis c'est complémenté avec des ressources gouvernementaux et des choses, mais les statistiques aux Philippines, faut les prendre avec un grain de sel. Oui. Je me demande, le gouvernement, ils reconstruisent des maisons, mais est-ce qu'ils reconstruisent aussi à côté des maisons quelques infrastructures qui permettraient à la population de recréer un peu un espace vital, un espace où il y aurait des nouveaux emplois informels, un nouveau réseau d'emplois qui se créerait dans ces quartiers-là, en fait, ces sites de réinstallation? Ou c'est juste, ils mettent des maisons et puis maintenant, arrangez-vous? C'est pas juste quelques différents points. C'est le gouvernement, c'est les entreprises privées, c'est les églises catholiques, c'est les ONG qui payent pour des sites de réinstallation. Dépendant du commanditaire, il y a plusieurs autres programmes qui sont implémentés au site de réinstallation.
cela peut inclure des programmes pour des gagne-pain alternatifs. Quelques-uns ont du transport en commun pour faciliter les gens pour revenir au centre-ville. La plupart des sites ont des intentions de créer des gagne-pain alternatifs pour les gens. En réalité, ce n'est pas implémenté ou ce n'est pas assez pour le coût de vie qui est plus élevé. Parce que si les enfants pouvaient prendre une bicyclette pour aller à l'école, mais maintenant ça coûte, même si c'est 60 pesos ou $1, c'est beaucoup si tu gagnes seulement 50 pesos par jour.